Nous abordons le chapitre 7, les stratégies des organisations publiques. Quelle spécificité? Le concept de stratégie, défini comme l'orientation à long terme de l'organisation, est facile à appréhender pour une entreprise. Pour une organisation publique, c'est-à-dire une collectivité locale, une autorité administrative indépendante ou un établissement public administratif, cette notion est déjà moins naturelle. C'est pour ça que nous voyons affiché ici le sommaire de ce plan du chapitre 7, à savoir donc un concept spécifique et contraignant pour l'élaboration de stratégies. Donc les stratégies qui sont en fonction des finalités des missions des organisations publiques dans un petit a, petit b des stratégies contraintes par le cadre budgétaire et réglementaire, petit c les attentes des citoyens, des usagers et des groupes de pression. En grand 2, nous verrons donc les choix stratégiques à effectuer donc par ces organisations publiques, et notamment en petit a, développer les infrastructures, valoriser les ressources locales, voire externaliser, en petit c. Donc grand 1, un contexte spécifique et contraignant pour l'élaboration des stratégies, donc une stratégie induite par la finalité des organisations. Alors, en effet, ces organisations sont très contraintes, à la fois au niveau des objectifs stratégiques qu'elles vont se fixer, mais également au niveau du cadre réglementaire et budgétaire qui régit leur action. Néanmoins, on se rend bien compte que dans un contexte très mutant, tant au niveau de l'offre que de la demande, c'est-à-dire avec les rapports des usagers, ces évolutions donc, les conduisent, ces organisations publiques, à mettre en œuvre des stratégies efficaces, cohérentes, donc avec leurs missions spécifiques, et évidemment en fonction de leurs contraintes suite à leur statut. Donc ces stratégies induites, que va-t-on voir? Tout d'abord, donc, les finalités. Donc un rappel, les stratégies des organisations publiques doivent tenir compte de leurs finalités. Elles assurent des missions de service public. Qu'est-ce que c'est que les missions de service public? Sécurité, justice, emploi, éducation, santé, transport, en respectant les principes du service public, égalité, continuité, adaptabilité. Ces organisations publiques donc, auront des missions plus ou moins spécialisées. À ça, évidemment, autre finalité des organisations publiques, c'est la gestion du domaine public. Qu'appelle-t-on la gestion du domaine public? C'est par exemple les hôpitaux publics, les crèches municipales. Et donc là aussi, il est important pour l'État de gérer correctement ce domaine public. Alors, ces missions sont plus ou moins restrictives, donc en fonction donc, de ces organisations publiques et en fonction des compétences qui leur ont été donc transférées. Alors, les stratégies contraintes par un cadre budgétaire et réglementaire. Donc, les stratégies définies par les organisations publiques sont donc tributaires de contraintes de nature budgétaire et réglementaire, donc indiquées ici. Alors, les ressources financières des organisations publiques proviennent principalement des impôts, des taxes, et donc strictement encadrées pour garantir l'usage qui sera fait. C'est-à-dire que l'État prélève auprès du contribuable des impôts, des taxes, et l'État a donc à disposition ses recettes fiscales, mais il s'agit effectivement de dépenser ces recettes fiscales dans l'intérêt général. Notamment, donc on voit que les contraintes budgétaires, les budgets donc, sont soumis au vote. Ils doivent parvenir à un équilibre et par ailleurs, la Cour des comptes, qui est la garante des comptes de l'État, vérifie ces recettes fiscales, vérifie ce que l'État a fait de ces recettes fiscales. Et il y a donc une chambre régionale de comptes pour les collectivités locales. Un exemple, pour les collectivités locales par exemple, les dépenses prévues sont proposées, débattues, puis votées au budget de la collectivité. Cette contrainte budgétaire est aujourd'hui encore plus forte que par le passé. Toutes les organisations publiques sont amenées à réduire leurs dépenses en continuant à assurer leurs missions essentielles. Elles sont donc à la recherche d'efficience, c'est-à-dire aussi bien que par le passé, mais avec moins de moyens.
Le principe le respect des principes du service public, c'est-à-dire égalité, continuité, adaptabilité, est également source de contraintes réglementaires. C'est ce que nous voyons affiché ici. Ils doivent être pris en compte pour définir la stratégie de l'organisation et anticiper les évolutions qui impactent son offre. Par exemple, l'augmentation ou la baisse de la population dans une ville doit conduire celle-ci à adapter son offre de services publics, donc écoles, crèches, urbanisme, tout en intégrant l'évolution des recettes que cela implique, notamment au niveau impôts locaux. Donc on voit bien ici que, par exemple, un autre exemple qui est ici cité, les communes gèrent la distribution de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui leur impose cette compétence. Le diagnostic stratégique de l'organisation conduit également à analyser donc les ressources pour les valoriser, donc comme on l'a dit précédemment. Pour les collectivités locales, ces ressources sont donc constituées de leur patrimoine naturel, tels que des lacs, des sources réputées, des plages attractives ou bien historiques, les monuments, les lieux chargés d'histoire, architecturale, entre autres. Ces ressources constituent donc des éléments distinctifs des collectivités et doivent être mises en valeur, exploitées pour attirer et retenir les citoyens, les entreprises, les touristes. Cela permet également à l'organisation d'entretenir le dynamisme économique du territoire et de se donner ainsi les moyens d'assurer efficacement ses missions de service public, donc notamment on l'a vu précédemment avec notamment l'augmentation des recettes. Alors, les attentes donc des citoyens. Donc, on voit bien que les citoyens, aujourd'hui, sont de plus en plus assimilés à non plus des usagers, mais des clients. Et donc, ils attendent, je dirais, de la part de ces collectivités locales, de développer les infrastructures, et notamment que ce soit au sein de la commune, du département ou de la région. Il s'agira notamment de rénover, de construire des écoles, des collèges, des installations sportives. Alors, ces infrastructures sont également importantes pour les entreprises, les groupes de pression qu'on pourrait appeler ici les entreprises, qui souhaitent notamment exercer sur le territoire, des actions qui sont également, si l'entreprise s'implante sur la commune, eh bien, source d'emploi. La présence d'infrastructures de transport est capitale pour les entreprises et donc, peut-être déterminante dans le choix de la localisation ou de la relocalisation de son activité, d'où évidemment une concurrence entre les collectivités locales. Les collectivités locales peuvent également, notamment, faire le choix d'exonération d'impôts, ce qui permettra à une entreprise plutôt de s'implanter dans telle collectivité locale plutôt que dans une autre. Ça a été à l'époque le cas de Valenciennes qui avait attiré Toyota en justement défiscalisant et en mettant à disposition une partie, des bâtiments, de territoire, de terrain pour que le Toyota s'implante donc à Valenciennes. Je vous rappelle que Valenciennes, c'est une ville du Nord et qu'à l'époque, ces villes du Nord étaient fortement en crise vu la disparition du secteur du textile. Alors, les choix stratégiques donc à effectuer pour ces organisations publiques. Alors, comme pour les entreprises, la stratégie des organisations publiques est évaluée par rapport aux objectifs préalablement définis. Alors, la question de moyens et celle de l'utilisation efficiente de ces ressources constituent également des critères d'évaluation pour la stratégie. La performance des organisations publiques est aussi appréciée par rapport à celle des autres organisations concurrentes. Pour une collectivité locale, il peut s'agir d'une concurrence avec les collectivités environnantes, donc c'est ce que je disais, donc il faut absolument que les organisations mettent en place des choix stratégiques pertinents pour justement être dynamiques. Alors, que peuvent-elles faire? Donc, développer dans un premier temps donc, les infrastructures. Alors, il s'agit donc ici d'attirer les usagers, les entreprises, on en a parlé précédemment. Donc, pour attirer les usagers, attirer les entreprises, valoriser des ressources locales. Donc, on l'a vu également. On a vu qu'effectivement, toutes les entreprises, toutes les organisations publiques notamment,
gérer, ont un patrimoine et il s'agit pour elles donc de valoriser ce patrimoine qui peut prendre, gérer la forme d'une ressource naturelle, historique, architecturale ou économique. L'enjeu, c'est de dynamiser le territoire pour être attractif, attirer et garder les habitants, donc on l'a dit, les touristes et les entreprises. Externaliser. Donc l'entreprise, je dirais, peut également, à un moment donné, décider de ne pas elle-même gérer un certain nombre de choses. Et donc, il s'agit pour elle de faire le choix de confier à d'autres organisations, le plus souvent des entreprises, certaines activités de service public. C'est souvent le cas de la gestion de l'eau ou des ordures ménagères. Il s'agit alors d'une délégation de service public qui est encadrée par un cahier des charges très strict. La délégation est attribuée à un prestataire après un appel d'offres qui met en concurrence plusieurs entreprises. Il s'agit souvent de recourir à une entreprise spécialisée et de faire des économies. Et il faut aussi savoir que parfois les organisations publiques n'ont pas forcément géré le savoir-faire, c'est-à-dire les employés qui ont géré ce savoir-faire. En conclusion, on peut donc dire que les organisations publiques sont donc définies et encadrées par une réglementation. Leur marge de manœuvre en matière d'affectation des ressources est donc fortement contrainte. Contrairement aux entreprises, leur stratégie est induite par la détermination d'objectifs d'intérêt général et de leur mission. Cependant, comme les entreprises, les organisations publiques peuvent être confrontées à des choix décisifs pour leur avenir en termes de services rendus et de ressources à mobiliser. Le transfert des compétences et la plus grande autonomie accordée à certaines organisations publiques ont élargi leur marge de manœuvre. Les parties prenantes aux missions assurées par les organisations publiques constituent des contraintes ou des appuis supplémentaires aux choix effectués.